Bonsoir, donc moi c'est Lionel. Ce soir je vais vous parler donc de Piercer Selectors Language. Alors l'an dernier j'avais fait une conf sur la boîte à outils Piercer pour faire tout ce qui était parsing et gérer en fait euh, sous forme de boîte à outils Python, enfin faire des outils de MDE. Aujourd'hui, donc, on va parler de choses un peu différentes. Disons que aujourd'hui, ça va être une partie de la boîte à outils que j'ai rajoutée donc, cette année, qui permet de clôturer un peu en termes de panel d'outils, un peu l'outil. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'automates d'arbres, des choses comme ça. Donc, la présentation va se dérouler. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu la problématique que le Piercer sélecteur de langage essaie de résoudre. Définir un peu en termes de besoins donc cette espèce d'ajout en termes de langage. Parler un peu de donc, tout ce qui est automate d'arbre. Ensuite, on verra la syntaxe basique donc, de ce que j'appelle PSL. Principalement les algorithmes fondamentaux qu'il y a derrière. Et donc, ce qui me permettra de dériver sur la syntaxe un peu étendue et de conclure. Donc, donc l'an dernier, je vous ai parlé, je vous ai introduit Piercer et grosso modo, je vous ai expliqué que bon, ce qui m'intéressait en ce moment, c'était tous les processus pour faire des compilateurs. Le cas classique d'un compilateur, c'est j'écris un parseur, je vais avoir un AST et à partir de là, tous les processus de traitement de l'AST, je dois l'opérer et le cœur du compilateur, c'est toutes les passes et le travail que je vais faire sur cet AST. Donc typiquement, cet AST, je vais chercher à le valider et à le désucrer. Alors le valider, c'est voir si les structures correspondent à quelque chose qui ont du sens. Le désucrer, c'est-à-dire des fois j'ai des structures de haut niveau que je vais déconstruire en structures de plus bas niveau. Typiquement, on sait un for en fait serait écrit sous forme de boucle while, le for étant juste, on va dire, une syntaxe quasiment macro. Je vais avoir le type checking, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé l'an dernier, c'est-à-dire contrôler que le type est bon. Et à la fin, je vais générer. Et tout ça, ces trois étapes principales, donc la validation, le désucrage, le type checking, etc., se fait par ce qu'on appelle du traversage d'arbres par visiteur. Donc ça, c'est le cas classique qu'on va trouver partout. Typiquement, un bout de code Python pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Il se trouve que dans Python, on a directement un module AST qui permet par réflexivité d'aller interroger du code Python parsé en Python et donc travailler sur l'arbre Python lui-même. Et il suffit de faire une classe V dérivant de notre visiteur pour créer automatiquement un visiteur sur un AST Python. Donc typiquement là j'ai fait un visiteur de base qui a une méthode qui s'appelle generic visit et ce que je fais, je demande à l'AST, c'est de parser une expression Python et je vais la visiter. Là, tout ça, c'est quasiment automatique. Il y a beaucoup de choses magiques qui se passent. L'an dernier, je vous ai parlé de l'intérêt de faire de l'injection de dépendance. Ici, il y en a qui est fait. C'est-à-dire que de manière implicite, la méthode visite ici, en fait, va appeler tout un tas de méthodes dérivées par la classe NodeVisitor. Et typiquement, si je ne fais rien de particulier, donc ici, là, je ne fais rien de particulier, j'ai juste implémenté une méthode generic visit. Generic visit, c'est une méthode qui va être appelée pour tous les nodes de l'AST. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais afficher le nom de tous les types de nodes que je visite. Le principe d'un visiteur, c'est justement de gérer cette notion-là, c'est-à-dire de la notion de parcours d'arbre et la notion de faire quelque chose associé à un type de nœud. Typiquement, sur cet autre exemple de code, ici, je vais préciser deux méthodes de visite spécialisées pour deux types de nœuds particuliers. Alors, il se trouve qu'il y a un peu de magie en Python. Il se trouve que quand on écrit une méthode qui s'appelle visit underscore le nom d'un nœud, automatiquement, ça sera appelé quand le nœud du bon type sera visité. Donc, quand je fais, par exemple, ici, j'implémente la méthode visit underscore module, ça sera appelé à chaque fois que je parcours un module. Et ici, à chaque fois que je parcours visit underscore name, ça sera appelé à chaque fois que je parcours un node de type name. Donc ici, sur ce petit exemple, je montre un peu un boulot, une étape qu'on va faire dans une passe de traverse
d'AST, qui est typiquement, je vais parcourir intégralement mon arbre. Au début, je vais trouver un certain nombre de modules. Il se trouve que ici, je fais un self.names égale 7, c'est-à-dire que je vais aller modifier l'état mémoire de l'instance du visiteur pour créer un nouveau node, un nouvel attribut qui s'appelle names et qui sera de type 7. Et je vais écrire dedans à chaque fois que je vais faire un visit names. Donc ici, je suis en train de montrer, je fais une passe, je fais quelque chose quand je parcours un certain type de nœud, qui va avoir un effet et qui va être utilisé par une méthode d'un autre type de nœud. Donc en fait, on se rend compte que quand on fait, on va dire, la transformation ou du travail sur des AST par du visitage d'arbres, on se retrouve assez vite à faire une espèce de code spaghetti parce qu'on va avoir des choses qui vont se passer d'un certain type de nœud et un peu réparties dans tous les sens. Sachant aussi qu'à un moment donné, il faut quand même stocker des états mémoire. Donc là, ça se fait directement en stockant dans l'AST, dans l'état mémoire du visiteur. Donc ça, c'est le cas classique. Donc de manière générale, quand on veut faire un certain nombre de choses un peu complexes avec des visiteurs, on va donc écrire des fonctions qui vont visiter certains types de nœuds, on va gérer des états à certains endroits, on va s'échanger tout ça. Et quand on va implémenter une sémantique complète pour un ensemble pour le langage, alors une sémantique complète, ça va être concrètement valider toutes les constructions un peu bizarres du langage qui ne sont pas gérées par le typage, désucrer tout ce qu'il y a à désucrer, etc. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de passes, ça fait beaucoup de méthodes, et à la fin, ce que se rend compte, c'est que même si le visitage d'AST, c'est le truc classique qu'on retrouve dans tous les compilos, à la fin, ça devient un gros, l'implémentation d'une sémantique pour un langage, ça devient un gros tas de code qui est très 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 dur à comprendre. Quand on s'intéresse à l'implémentation, par exemple dans Clang, de savoir dans les différentes passes qu'est-ce qui est fait et comment est implémenté, par exemple, telle passe en C++ ou telle passe en C, quand on fait du reverse engineering, le code source, on se retrouve à parcourir plusieurs nodes, plusieurs fonctions de visiteurs, etc., etc. Et ça devient très compliqué. Donc ça nuit à la lisibilité du code et la maintenance du code. Donc ce qu'on aurait besoin, c'est justement de fonctionner de cette manière-là, d'essayer de trouver une manière unique de décrire cette action d'identification de forme dans l'arbre, donc ce que j'appelle, on va dire, du matching d'arbres, quoi. Et la manière donc associée à ce matching d'armes, de traduire et de hooker des comportements, des actions qui vont transformer mon arbre et donc du coup de manière beaucoup plus explicite traduire ma sémantique. Et l'idée, c'est au lieu d'avoir ça réparti dans plein de fonctions et plein de méthodes, essayer de réunir tout ça au sein d'un même endroit. Donc pour pouvoir faire ça, l'idée principale, c'est de faire un DSL qui centralise toute cette automatisation et qui permet de décrire toutes ces opérations. Donc quelque chose qui permet de matcher des formes dans d'un arbre et de brancher des transformations. Alors déjà, on peut quand même remarquer que quand on a besoin de visiter deux petits nœuds, en fin de compte, visiter un arbre par des visiteurs, c'est pas bien compliqué, c'est relativement rapide. Et le gros problème vient quand on implémente des sémantiques assez complexes. Donc il se trouve qu'après c'est une question de degré. Ce que je vais vous proposer à travers PSL, c'est relativement lourd en termes de code, de fonctionnement, c'est-à-dire que derrière il y a beaucoup de choses qui vont se passer et du coup implémenter une sémantique très, très bête avec PSL, c'est peut-être pas forcément, si on fait pas grand-chose, c'est peut-être pas forcément très, très pertinent en termes de performance. Par contre, l'avantage, c'est que si on commence à faire une sémantique avec PSL, quand on va vouloir rajouter des choses au fur et à mesure, l'avantage, c'est que ça va beaucoup mieux monter en puissance et rester toujours de plus en plus rester lisible par rapport au fait qu'on rajoute des comportements supplémentaires.
Donc c'est pour ça que avoir un DSL spécialisé pour cette tâche, c'est une bonne idée, mais faut pas non plus, c'est pas la panacée. Ça reste un moyen uniforme pour pouvoir gérer le problème, mais faut pas non plus l'utiliser n'importe comment. Donc une fois ça mis dans votre tête, on va pouvoir partir sur toute la complexité que ça implique de vouloir faire ce genre de choses. Alors, typiquement pour identifier des formes dans un arbre, il y a ce qu'on appelle les automates d'arbres. L'idée, c'est il y a différents algos et différentes manières d'identifier des formes, de parcourir un arbre et de connecter les choses comme je vous ai dit. Donc typiquement, il y a en termes de techno, il y a on va dire principalement deux technos assez facilement identifiables et utilisables et testables sur le net, qui sont XPath et CSS Selector. Alors XPath, c'est un des composants de tout le bousin XML et qui notamment permet d'identifier des bouts d'arbres XML, et le XPath, c'est un petit langage de pattern matching qui est utilisé notamment à travers un autre bousin de XML qui s'appelle XSLT et qui permet de faire de la transformation de documents XML en autres documents XML. Donc l'idée générale de XPath, c'est d'avoir une vision un peu répertoire comme Unix, où on va écrire ici le nom des tags XML qu'on veut matcher. Donc ici, quand j'écris B, c'est je veux un tag qui s'appelle B. Et quand je mets /étoile crochet 1, en fait, je vais dire un descendant, quel que soit le nom. Donc ici, l'étoile, c'est le wildcard, est utilisé pour dire un nom dont je ne précise pas la valeur. Le crochet, c'est pour dire je vais compter le nombre de descendants de B, et 1, je veux le premier. Alors il se trouve que comme par hasard, ils ont eu la bonne idée de ne pas faire comme on fait en informatique, c'est-à-dire de commencer à compter à partir de 1 et pas de 0. Donc le crochet 1, c'est le premier. Donc voilà. Mais la sémantique de cette expression, c'est bien je chope le premier enfant de B, quel que soit son nom. À partir de ça, de cette petite expression, si je l'applique dans un arbre XML, ça va me collecter tous les premiers enfants de B. Okay, donc ça agit un peu comme une regex. Il y a une autre syntaxe qui s'appelle CSS Selector, qui est un peu plus léger et qui est souvent utilisé côté front-end d'un navigateur et qui est souvent fourni par des libs JavaScript et qui permet à des scripts JavaScript d'aller altérer le contenu d'une page en live. Donc typiquement, ici, la syntaxe, elle est beaucoup plus légère. Je vais avoir, par exemple, div supérieur à p, ça veut dire ici que je veux choper tous les p qui ont un div pour parent. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une espèce de petite regex qui va parcourir tout mon arbre et qui va me collecter tous les nœuds correspondants. Alors, c'est pas mal tout ça, mais de manière générale, il y a un souci par rapport à l'ambition de ce que je voulais faire par rapport à Pearsor, qui est que ici un CSS Selector ou un XPath, ça prend juste une petite expression et ça va collecter tout, mais ça ne permet pas de décrire l'intégralité d'un processus qui mettrait en œuvre plusieurs expressions avec plusieurs transformations en parallèle. Donc c'est ça, en termes d'échelle, notion d'échelle entre un XPath, un selector et puis ce qu'on fait dans PSL, il y a c'est un peu le jour et la nuit. L'idée, c'est que pour le DSL, il faut vraiment que toutes nos transformations se fassent dans ce que j'appellerais multi-matching, c'est-à-dire que tous mes patterns vont être matchés en parallèle. Ça va faire des choses un peu compliquées. C'est pour ça que je vous ai dit, c'était en termes de lourdeur, effectivement, par rapport à un petit visiteur, ça met plus de choses en place. Bien que on a fait ça de manière, on va dire, optimale en termes d'automate. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça va pouvoir matcher plusieurs choses en parallèle et ça va appeler les choses dans le bon ordre. Et c'est pas juste, vas-y, parcours tout l'arbre et collecte de l'information. Ça, vas-y, balance tout ce processus avec ces hooks-là et appelle les choses au fur et à mesure et on va faire la transformation au fil de l'eau. Donc il y a une notion un peu streamée, alors que le XPath et le CSS Selector, c'est plus, on va dire, une notion de traitement par l'eau. Ça prend tout et ça fait qu'une opération.
Voilà, alors pour introduire un peu de théorie, concernant tous les automates d'arbre, il y a un bouquin qui reprend un peu tout, qui s'appelle Tree Automata Techniques and Applications, qu'on appelle vulgairement le TATA, et qui liste un peu tous les types d'algo qu'on peut avoir, qui permet aussi donc de fournir des preuves, de spécifier les comportements, d'étudier les performances, etc., etc. Dans le Tata, ça couvre énormément et ça dépasse le domaine de la pure application que moi je recherchais dans PSL. Donc d'un point de vue théorique, c'était très intéressant comme introduction, mais d'un point de vue pratique, très peu utile en termes d'implémentation concrète par rapport à mon besoin. Mais ça permet de poser les choses. Donc principalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'algorithmes pour traiter ce genre de problématiques. Il y a ce qu'on appelle les algorithmes top-down, et les algorithmes bottom-up. Ce ne sont pas compliqués, ça fonctionne l'un à l'inverse de l'autre. Le principe du top-down, c'est qu'on va essayer de matcher en priorité et donc d'écrire les règles de matching en commençant par les règles racines pour aller vers les feuilles. Très simple. Le bottom-up, c'est juste l'inverse. On va commencer par identifier les feuilles et on va remonter vers les racines. Donc vous mettez ça dans un coin de votre tête. Ensuite, il y a les algos qu'on va dire déterministiques, enfin des déterministes et ceux qui ne le sont pas. L'idée générale, c'est que quand on a deux ensembles de règles qui vont en partie, alors ce que j'appelle LHS, c'est left hand side, donc en partie gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir, grosso modo, en partie gauche, on va avoir le pattern, et en partie droite, ce qu'on fait. En partie gauche, si on a, dans notre ensemble de règles, on a deux parties gauches qui vont matcher la même partie droite. Si on considère qu'on peut faire deux choses différentes en partie droite pour les deux ensembles de mêmes règles, on est ce qu'on appelle non déterministe. Donc l'idée, inversement, plus simple, le déterministe, c'est que j'ai juste qu'une seule LHS pour une seule RHS. Pareil, vous mettez ça dans un coin de votre tête. Alors, donc, comme je disais, en pratique, il n'y a pas de bonne implémentation et pas d'implémentation de référence facile qu'on peut trouver sur le net et puis suivre et puis voilà, ça marche. Il se trouve que principalement XPath et CSS Selector sont implémentés sous forme de top-down automate et généralement, comme je l'ai expliqué, collectent les choses. Il n'y a pas de parallel matching, on va dire le multi-matching. Donc le problème du top-down automate, c'est suivant la sémantique qu'on va donner au langage de pattern matching, on va pouvoir avoir peut-être à repasser dans l'arbre. Et donc en fait, on fait peut-être 3 ou 4 fois les mêmes opérations. Alors peut-être laisser faire tant que ça revienne. C'est moi ou c'est toi? Et donc? Ok. Donc, voilà l'idée principale pour tout ce qui est l'existant. Donc, nous, notre problématique, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le langage de pattern matching de CSS Selector et de XPath, c'est quand on le lit, on le pense et on le voit vraiment top-down. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on écrit un pattern qui ressemble à un algo top-down, qu'on doit forcément avoir un automate top-down qui identifie le truc.
c'est un peu touchy. Donc en fait, typiquement, moi, la manière dont j'ai pensé le truc sur PSL, c'est de d'écrire de manière top-down, parce qu'en fait, quand on écrit de manière top-down, en fait, c'est beaucoup plus naturel pour exprimer l'algorithme et écrire les patterns. Par contre, derrière, ça veut dire je vais reconstruire sous forme d'automate bottom-up l'automate d'arbre. Alors pourquoi bottom-up? Alors il se trouve que le bottom-up, en termes d'expressivité, en termes de performance, comme on part des feuilles et qu'on remonte, qu'on ne cherche qu'à remonter et à identifier les séquences qui sont valides, en fait on ne teste qu'une seule fois. On ne revient jamais en arrière. On se retrouve à un moment donné, quand on part sur un chemin où on a commencé à identifier des choses et qu'on part sur un chemin, à un moment donné, ça ne correspond plus au pattern qu'on recherche, on peut dropper l'état correspondant, il n'y aura pas de problème. Et on pourra continuer le parcours au même point, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc c'est l'intérêt du bottom-up par rapport à ça. Mais ça sous-entend, en termes d'expressivité, de décrire quelque chose qui ressemble à du top-down et de le retransformer derrière en bottom-up. Alors, maintenant la syntaxe. Grosso modo, à quoi ça va ressembler? Donc l'idée, c'est que maintenant qu'on a parcouru un peu l'existant et vu rapidement comment les autres faisaient et présentaient leur langage de syntaxe pour pouvoir matcher les choses, pour PSL, je me suis inspiré d'une certaine manière de la syntaxe de CSS Selector pour l'aspect légèreté et la manière de penser directement des éléments qu'on va matcher en séquence. Et voilà l'idée. Ensuite, comme je vous ai dit, je parle d'AST, mais en fin de compte, PSL, en fait, ça parse tout type d'arbres, d'objets en Python. Le fait que ce soit un AST, ça dépend de la manière dont c'est structuré, mais en fin de compte, ça pourrait être n'importe quoi. Donc il se trouve que si vous avez n'importe quel type de données structurées en mémoire qui proviennent de n'importe quoi, même pas de langage, vous pouvez aussi utiliser PSL si vous avez besoin de faire des identifications et des transformations à partir de ça. Ça permet d'utiliser PSL hors du simple problème de compilateur. Donc, alors, à quoi ça ressemble? Là, je vais passer plusieurs slides à vous présenter rapidement la syntaxe pour que vous ayez une idée du truc. Après, je détaillerai un peu l'algo. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de décrire en partie gauche quelque chose qui est un type de données. Donc, ça ressemble à un constructeur en Python. Donc, c'est un nom avec des parenthèses. Flèche et une action à droite. Une action, un dièse hook Python, en fait, c'est une fonction Python qui va être appelée avec un certain prototype pour faire ce qu'il y a à faire quand je tombe sur ce nœud. Alors là, je vous présente la syntaxe de base et je l'appelle la syntaxe stricte, c'est-à-dire que ce que j'écris, c'est exactement ce qu'il y a dans l'arbre. Donc quand j'écris type note 1, parenthèse ou parenthèse fermant, c'est juste un objet vide sans attribut de type node 1. Si je mets à l'intérieur point attributes égale une valeur, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul attribut qui s'appelle attributes et qui a pour valeur 12. Si je mets à l'intérieur entre crochets deux points totaux, ça veut dire que type node 3 est itérable et qu'à l'index 2, il y a une valeur totaux. Donc c'est assez évident à lire. Et pareil, entre accolades, c'est type node 4 est assimilable à une table de hash. Et à l'intérieur, il y a une clé qui s'appelle key, qui a la valeur 1.2. Donc là, c'est le syntaxe strict. Donc on peut identifier des types, des attributs, les noms des attributs, des listes, des dictionnaires. Tout ça, effectivement, c'est cumulable. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on met tout ça à l'intérieur des parenthèses, on peut décrire exactement la valeur d'un type avec toutes ses valeurs. Donc je fais exprès, ici, là, c'est la version de base, on fait le matching strict. Donc ça n'a aucun intérêt de faire un matching strict parce que l'objectif de faire du pattern matching, c'est justement de ne pas savoir exactement quelle est la structure des éléments qu'on va récupérer. Donc il va falloir introduire tout un tas de choses. Donc maintenant, comment on va les introduire?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je match quelque chose, ici je matchais un node, je vais collecter au sein du moteur de l'automate et je vais appeler la méthode hook-python. La méthode hook-python va répondre à un certain prototype qui sera utile pendant tout le reste de l'exposé et puis de l'utilisation de PSL. Donc l'idée c'est que ça prend 3 arguments. Vous avez un premier argument, le nœud exact de l'arbre sur lequel au moment où vous matchez le pattern et qu'on vous appelle. Un user data qui est typiquement une donnée qui a été envoyée au moment du parcours général de tout l'arbre. Donc ça, grosso modo, c'est un espèce d'état mémoire partagé sur tous les nœuds. Et le dernier paramètre qui est le node, qui est une liste de nodes collectés pendant le matching. Principalement, là, j'ai fait un seul matching avec un seul type de node. Vous allez voir à la fin l'objectif, c'est d'en faire plusieurs, c'est de se déterminer des séquences, comme pour le CSS Selector. Et comme convention, on a que grosso modo, le crochet 0, c'est un alias de tri, mais on en aura d'autres. Si c'est une liste, on peut avoir d'autres éléments. Et le dernier élément, le node crochet -1, c'est le parent du node matché. C'est-à-dire que typiquement, quand on veut le réécrire, c'est lui qu'on va modifier. Donc typiquement, quand je suis appelé, si je réécris directement node -1 avec quelque chose d'autre, etc., là, je suis en train de réécrire mon nœud. Si l'arbre que j'étais en train d'identifier, c'était une liste, je vais plutôt chercher l'index de mon élément dans la liste et me modifier à l'index correspondant. Et si c'était un dictionnaire, aller choper la clé correspondante et aller modifier au niveau de la clé correspondante. Donc ça, c'est pour dire qu'à partir de là, on a les éléments qui vont bien pour pouvoir se réécrire. Donc l'aspect réécriture, une fois qu'on arrive dans le hook, n'est pas un problème. Donc une fois qu'on a dégagé ça, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement on fait une fois qu'on a pattern matché quelque chose, on va détailler le pattern matching. Donc grosso modo, c'est pas excessivement compliqué non plus. L'idée générale, c'est que comme on fait du bottom-up, en fait, on fait un DFS, c'est-à-dire qu'on commence, on fait un parcours en profondeur d'abord, et c'est au moment du return qu'on va actionner et discuter avec l'automate. Donc on va bien commencer et remonter, enfin commencer à activer les choses par les feuilles. Et au niveau de l'automate, il va avoir une notion de, à un moment donné, il y a des états qui vont vivre, il y a des états qui vont changer d'état, qui vont avoir des events qui vont faire que ça va parcourir l'automate et ils vont mourir. Donc comme je vous ai expliqué, l'idée c'est de faire du multi-matching. Donc on peut avoir plus ou moins d'états en parallèle qui vivent parce qu'il se peut qu'on a plusieurs patterns qui sont actives en même temps parce qu'elles sont mutuellement inclusives, par exemple. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'à la fin, toutes vont être actives. À un moment donné, il y en a qui vont mourir parce qu'il se trouve que... voilà. Alors, l'idée générale de l'algo, c'est qu'on a donc une expression qui est écrite avec un esprit de pattern matching en top-down. Donc pour pouvoir générer un automate correspondant, on va le parcourir à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer à traiter la partie gauche en fait par un deuxième DFS. Donc on va le reparcourir en profondeur d'abord. Donc on va commencer par les feuilles et dans l'ordre de lecture et reconstruire donc en fait à l'envers complètement l'intégralité des règles qu'on va insérer dans, on va dire, une étape intermédiaire qui va stocker toutes ces règles. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc faire émerger des brins des différents éléments de matching qu'on peut avoir. Comme on a une syntaxe, un ensemble d'expressions plus ou moins gros, il va se trouver qu'on va avoir des parties communes et qu'on va chercher à trouver entre les différents brins et l'émerger, parce qu'on va essayer quand même, on essaie de pas créer non plus une foison d'automates en parallèle, ça sert à rien. Donc on va l'émerger sur les bases communes et au pire cas, c'est-à-dire qu'il se trouve, comme je vous ai dit, il se trouve que malheureusement,
Il se trouve que quand on peut avoir deux parties gauche qui ont deux valeurs de droite différentes, on est non déterministe. Or, la manière dont ça peut se passer quand on peut, par la syntaxe, quand on peut écrire plusieurs patterns avec différentes parties droites différentes, et aussi, ça peut être un besoin qu'on a, on va se retrouver dans ce pire cas. Donc, au pire cas, on peut avoir un automate par statement, c'est-à-dire vraiment une expression n'est pas réductible, donc on aura bien un automate associé à celle-là. Alors là, j'ai pris un exemple, et c'est pas très super parlant forcément, parce que c'est un peu petit, mais je vais vous le lire. Donc là, on a dans un bloc, on a deux statements, mais qui en fait ont une partie commune. Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'idée, c'est que l'automate qu'on va générer fait bien apparaître la partie commune, où en fin de compte, en partant des valeurs, en remontant en valeurs, attributs, et ensuite on va diverger par le type, on reconstitue et on génère deux automates avec une partie commune et une partie différente. Donc ça, c'est le petit automate, grosso modo, qui correspond à identifier cette pattern. Avec le S0 état initial, et l'idée de ce schéma-là, c'est que grosso modo, quand je ne prends pas une flèche, je retourne automatiquement à l'état initial. Bon, c'est juste pour vous montrer. Et puis ça servira aussi à ceux qui revoient la vidéo ou qui liront les PDF, de pouvoir prendre le temps de lire et de comprendre un peu mieux l'automate généré. Alors, grosso modo, donc je vais vous expliquer, c'est cycle merge fail, qu'on a des brins identiques et qu'on n'arrive pas à merger parce qu'on est dans le cas non déterministe. On fallback grosso modo sur le cas qu'on va avoir un automate par branche. Donc ça nous permet d'avoir ce que j'appelle le multimatch. À partir du fait qu'on a un multimatch, on a bien une instance qui se réfère à un automate unique et qui va donc pouvoir vivre et mourir en parcourant l'arbre. Ça nous permet aussi de partager un contexte entre toutes ces instances et de gérer une notion de event pendant le parsing. Et ça va nous permettre d'étendre cette sémantique de base qui est un peu limitée. Donc l'idée, c'est que par exemple, au lieu de faire une action, on va setter un event pendant le parcours et qui est cohérent par rapport à l'instance de l'automate correspondant. Donc par exemple, là, si j'ai un nœud défaut, je vais mettre un état default. Si j'ai un nœud case, je vais avoir un état case. Si j'ai un état switch et que je suis en case ou en default, c'est OK. Par contre, si je remonte à la fonction et que je suis en état case et default, je suis not OK. Avec l'idée que quand je fais un test, un check avec point d'interrogation, quand je check un event, je le lis, je dis OK, mais je clear mes events. Okay. Donc ça veut dire que ici, si j'ai un case ou un default qui n'est pas dans un switch, par exemple, je vais exécuter not OK. Donc typiquement, de manière un peu stupide, identifier et de manière assez évidente, identifier tous des statements orphelins comme un default ou un case qui sont rattachés à un switch, non pas de manière grammaticale, mais de manière justement sémantique. Alors, grâce à cette notion d'event, on peut créer aussi des events, on va dire, anonymes. Et grâce à cette notion d'event, du coup, on peut faire ce qu'on appelle du match non strict. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je veux parser un node test qui contient exactement deux attributs qui sont ceux-là, c'est un node test avec au moins deux attributs qui sont ceux-là. Et avec un autre nombre d'attributs qui ne m'intéressent pas et je ne veux pas savoir, donc je mets point. Et l'idée de ça, c'est que l'automate est beaucoup plus compliqué parce qu'il va se passer, c'est que je vais identifier chaque sous-ensemble de l'intérieur de mes parenthèses et à la fin, je vais recomposer un test sur le type du nœud plus l'expression correspondant on va dire au et de l'intégralité de tous les sous-events. Donc ça permet du coup de passer d'augmenter la syntaxe et de faire des choses plus complexes. À partir de là, on peut s'amuser à rajouter des wildcards, c'est-à-dire
de pouvoir se dire ben, je veux n'importe quel attribut, quel que soit le nom, qui a une valeur 12, je veux n'importe quel attribut qui s'appelle C, mais quelle que soit sa valeur, je veux n'importe quel élément dans la liste, quel que soit son index, mais avec une valeur totaux, pareil pour les clés, etc. etc. C'est-à-dire qu'après, on peut composer les wildcards, plus le fait que c'est un matching qui n'est pas strict, c'est-à-dire que le point. Donc, c'est là où on commence à dire, si au moins il y a tel sous-champ ou tel attribut qui a telle valeur, je match le nœud. Alors, en plus de pouvoir avoir des événements qui sont éteints quand on les teste, on peut aussi rajouter des événements qui sont... on peut aussi vouloir tester des événements, mais pas les éteindre. Alors en termes de syntaxe, c'est juste le double point d'interrogation. Et l'idée, c'est que ça va pouvoir nous permettre de rajouter encore un niveau de sémantique supplémentaire. Par exemple, à la main, si je dis je veux un nœud A, et quand je vais matcher mon A, je vais avoir activé l'event shield. Je veux un B à partir du moment où le shield est seté. Donc ce cas-là, je vais setter un shield 2. À ce moment-là, si j'ai un C et j'ai un shield et un shield 2, alors ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais checker le shield, mais je ne l'éteins pas. Donc je vais pouvoir cumuler les events. Donc ici, le C, ça veut dire que j'ai le shield et le shield 2. OK. À partir de là, je fais do it. Et ici, en fait, ce que j'ai écrit, c'est un chaînage de nœuds qui sont inclus l'un dans l'autre. Il se trouve que le C va être, vu que, n'oubliez pas qu'on c'est du bottom-up, le premier à être parsé, ça va être le A, donc c'est le plus profond, le B va être le moins profond, et le C le plus proche de la racine. Donc en fait, ce qu'on a décrit, c'est un chaînage d'ancêtres. Donc après, on peut, on va dire cette sémantique alternative écrite à la main, on peut considérer que c'est quelque chose, c'est un sucre, et que, enfin, on peut proposer une syntaxe sucrée de ça, qui serait avec le supérieur comme dans les CSS Selector, et qui permettrait de dire, en fait, je veux un C, à l'intérieur il y aura un B, à l'intérieur il y aura un A, et faire une action à ce moment-là. Et l'idée du node, c'est que justement, la collecte des différents nœuds, en fait, ça va être matché de la droite vers la gauche, c'est-à-dire que je vais commencer à identifier A, et quand je vais pouvoir matcher le B, je vais continuer à collecter, matcher le C. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est toujours l'index -1, c'est toujours le parent. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'index 0, j'ai l'ancêtre principal, le premier. À l'index 1, le B. À l'index 2, le A. C'est-à-dire que quand je lis ma pattern, je retrouve facilement les différents éléments que j'ai écrits, de la gauche vers la droite, par le numéro d'index. Donc à partir de là, facilement, je retrouve dans mon hook les nœuds, et donc je peux réécrire. En plus de ça, on peut s'amuser encore à dire, comme je vous ai dit, que d'une certaine manière, on était en plus bottom-up non déterministe, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser non plus à tester la valeur d'un nœud de manière exacte, mais à dire un nœud et ses enfants, en termes de type Python. Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, je pourrais très bien avoir donc, la syntaxe classe, donc ça, le truc classique, ou alors le nom base chapeau pour dire base classe. En fait, c'est pour dire is kind of, quoi. Et hook 2. Et il se trouve que ici, si classe hérite de base, il va se trouver que mon nœud classe va être matché deux fois. Il va être matché parce que c'est une classe et parce que c'est une base. Donc dans ce cas non déterministe où en fait j'ai pour le même des LHS différentes, je converge vers le même, enfin sur différents nœuds, mais je vais matcher le même nœud. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va être matché dans l'ordre de déclaration. Ok. Donc avec tout ça, on a fait pas mal en termes d'identification et en termes de pattern pour identifier des structures en Python. Dans les CSS Selector, il y a encore plein de trucs. Là, j'ai fait des tests de valeur exacte. Il se trouve que quand c'est une chaîne de caractères en Selector, on peut demander seulement si ça commence par, si ça termine par
avec le left string ou right string. On peut après avoir inférieur, supérieur, etc. sur le numérique. Donc là, j'ai pas, ça fait partie du travail à faire d'étendre en termes de sémantique sur le pattern matcher. Autre truc qui sera très utile pour des AST, c'est les sets, les ensembles. Donc là, il y a un peu plus d'ingénierie au niveau du code parce qu'il faut juste, par exemple, échanger les identifiants, enfin partager les identifiants d'un set dans le DSL pour que ça soit les mêmes et que quand on a un set, on a un état, enfin un flags qui s'appelle Toto dans notre set, dans le DSL, l'identifiant Toto map la même valeur. Donc c'est un peu plus d'ingénierie au niveau du code pour pouvoir faire ça, mais l'idée, ça serait de pouvoir tester des sets et des énumes de valeurs dans le DSL. Ensuite, il y a l'intérêt aussi d'avoir le node type qui existe dans certains sélecteurs, qui est de dire, en fait, je vais matcher jusqu'à la racine, parce qu'en fait, je vais remonter jusqu'à la racine tant que je ne rencontre pas un nœud, tant que je ne rencontre pas le nœud type. Et donc forcément, normalement, soit ça va invalider l'intégralité du match, donc je ne trouverai pas d'éléments correspondants, soit ça va remonter jusqu'à la racine et je serai donc bien dans le cas, j'ai tel nœud, sachant que mon ancêtre n'est pas du type bidule. Et ça peut permettre de collecter, enfin d'identifier dans un arbre, en fait, tout un tas de structures qui pourraient être mal construites, par exemple. Ensuite se pose la question du voisinage, c'est-à-dire est-ce que là j'ai la séquence en profondeur, c'est-à-dire j'ai la notion d'ancêtre. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le voisinage, c'est-à-dire que deux nœuds qui seraient consécutifs dans une liste, ou etc. Pour ça, j'ai besoin d'exemples concrets et des implémentations concrètes avec un langage pour voir si vraiment on a besoin de ça dans PSL. Donc la prochaine étape pour moi, c'est d'utiliser tout ça sous forme de use case pour ces normes. Alors il se trouve que Piercer, comme tous les ans, je vais essayer de rajouter un truc et de le donner à la prochaine génération d'étudiants qui vont faire le cook à la rentrée. Donc comme d'habitude, normalement, là je vais avoir des use cases et des cas d'utilisation à faire pour ces normes, pas mal de tutoriaux et de docs à écrire, et du coup décider des différentes parties qui me restent à implémenter pour voir l'utilité, et puis la faisabilité aussi de certains trucs qui manquent, quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je ne vous ai pas tué? Oui. Ton outil, c'est pour faire de la modification d'AST. Comment tu gères les différentes modifications successives qui ont besoin d'être ordonnées? Alors, comment dire, ça PSL ne t'enlève pas le besoin non plus de penser des passes, de réfléchir à des passes. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui, logiquement, ne s'en font pas au même moment. Ensuite, comme j'ai dit, sur l'aspect matching, de manière, par profondeur et par déclaration, tu arrives à voir l'ordre, ça suit l'ordre des choses que tu as écrites. Donc si tu respectes d'une certaine manière ce que tu as besoin, c'est pas trop problématique. Après, si tu veux, par exemple, déconstruire une liste, par défaut, comme on va identifier en suivant la liste, etc., on va et que par exemple dans ton hook, tu as un user data, etc., rien ne t'empêche de, quand tu matches les choses, que tu transformes les choses, que tu déconstruis, tu peux plusieurs choses, soit transformer l'arbre actuel, soit stocker autre part. Donc à partir de là, rien ne t'assure dans PSL par nature que tout va dans l'ordre va se faire tout seul, on va dire. L'ordre va se faire par les déclarations, par l'ordre de déclaration, etc. Donc ça va suivre cette logique-là. Mais après, rien ne t'empêche de programmer concrètement et correctement le truc. Mais typiquement, si tu déconstruis une liste, tu vas la déconstruire dans l'ordre. Donc normalement, si tu la déconstruis dans l'ordre, bon, à part si tu veux la retrouver dans l'ordre inverse, bon, dans ce cas-là, il faut juste que tu aies une file derrière. Tu vois, tu as différentes manières d'aborder la destruction.
Donc l'ordre, tu vas le gérer comme ça. Est-ce que ça te convient comme réponse? Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de magie après. C'est à chaque fois qu'on fournit un outil, et de toute façon c'est un gros flingue, rien t'empêche de tirer dans le pied avec. Poète. Allez, Marwen. Bon, je vais te J'attendais taquiner la un question petit de peu. Marwen. Alors c'est juste un truc, parce que tu as parlé de siblings sur le matching, tu as parlé de siblings tout à l'heure, enfin on en a parlé d'ailleurs avant la presse. Et alors moi je verrais plutôt sur l'histoire de matcher à l'horizontale dans ton arbre. Alors, je m'explique. Un truc que tu peux avoir envie de faire sur de la transformation, c'est, je prends un exemple bête, tu as une série de statements. Donc ça, dans ton arbre, ça veut dire que tu as une liste, tu as un nœud parent de ton bloc et puis tu as une liste. Et dans cette liste, tu as besoin de matcher toutes les déclarations de variables. Tu es en train de parser du C moderne, donc elles sont, et tu veux toutes les attraper en une passe. Donc là, l'idée, c'est comment ça se passe? Enfin, est-ce que c'est juste une histoire de sibling? Enfin, comment tu veux le... Bah, en fait, le truc, c'est que comme tu peux dire, je prends avec la syntaxe crochet, tu peux collecter n'importe quel sous-élément, quel que soit son index. En fait, tu vas le plus se déconstruire comme ça. Après, quand je parlais de sibling, c'était de dire dans la LHS quel était le type de ton voisin. Tu n'as pas besoin de préciser le type de ton voisin, mais par contre, pour collecter tous les éléments de type DECL d'une liste dans un component statement ou dans tous les component statements de tout ton bloc C, là, il n'y a pas de problème. Ça va se faire avec le crochet étoile. D'accord, donc tu as le matching, le matching sur une séquence non uniforme d'un type uniforme, quoi. Ça correspond à ça. Non. Si tu le dis. Ok. Non, c'est bon. D'autres questions? Alors par contre, ce qui va se passer, c'est que tu vas être appelé sur le mec qui contient la liste. Tu vas avoir accès à l'élément interne, mais tu seras appelé sur comme j'ai dit avec l'identifiant dans Nodes, tu auras accès à l'élément interne, à l'élément de la liste. Mais tu seras appelé dans Tree avec le parent. Le parent. Ouais. Alors du coup, ouais. Comme ça, voilà. Oui, de toute façon, si tu es sur le parent, tu as besoin d'être sur le parent. Voilà, tu seras appelé sur le parent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Okay. Et ça marche parce que en fait, tu as le multi-image, c'est-à-dire que le étoile sur l'index, ça va brancher par rapport au premier index, ça va brancher une fois et ça va continuer sur l'automate pour remonter, etc. Mais au prochain, ça va continuer à rebrancher. D'accord. Et donc pour ça que ça va appeler, et à la fin de la liste, tu vas te retrouver à avoir toutes les résolutions de tous ces events sur le même nœud dans l'ordre donc, de ce que j'ai expliqué par rapport au parcours, quoi, dans l'ordre de parcours. Voilà. Ok. Pas d'autres questions ?